Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue ce cheminement sur The Routledge International Handbook of Clinical Hypnosis. Vous savez, c'est ce livre, cet ouvrage qui remet à jour l'ensemble des connaissances que l'on a sur l'hypnose et ça permet pour nous passionnés d'hypnose de débunker un petit peu l'ensemble des croyances, l'ensemble des discours qu'on peut tous avoir au travers de cette discipline et qui sont aujourd'hui plus du tout à jour et je vais vous décrire chapitre par chapitre au fur et à mesure des semaines et des mois à venir cet ouvrage parce que je pense que cette mise à jour elle est importante parce que il est toujours utile pour nous aujourd'hui de mettre un rapport clair sur ce qu'il y a de scientifiquement prouvé et ça nous évite tous les discours des personnes qui sont encore à dire l'hypnose ça ne fonctionne pas, l'hypnose c'est dans la tête, c'est pas vrai, c'est ceci, c'est cela. Bien sûr que c'est dans la tête, notre cerveau étant quand même la base de tout, mais il y a vraiment des preuves que c'est effectif et plus on aura cette connaissance et cette certitude que l'hypnose est quelque chose qui peut aider, plus ce sera possiblement utilisé et ça fera du bien à des milliers de personnes. Alors, j'ai quelques points résumés. L'article se nomme à la base On the Hard Process of Understanding Hypnosis. C'est écrit par Enrico Facco, qui est italien et qui bosse pour le département de neurosciences à Turin. Les points clés que je ressors de cet article que j'ai trouvé vraiment chouette, c'est petit 1, l'hypnotisabilité et la suggestibilité. Donc le mythe qu'on connaît, c'est seules les personnes faibles et particulièrement suggestibles peuvent entrer en hypnose. Vous connaissez certainement ce discours qui est assez présent parce qu'on aime à dire c'est les personnes faibles d'esprit qui rentrent en hypnose. Moi, je contrôle, donc on ne peut pas m'emmener en hypnose. C'est une grosse erreur qui prouve aussi que on est encore sur des croyances qui sont vraiment, vraiment très vieilles parce que, effectivement, dans l'hypnose, l'état d'hypofrontalité amène à moins de compétences et de capacités à être dans la décision, ce qui revient à la définition d'Hellman, le contournement du facteur critique, du facteur de jugement, la capacité à décider. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on est plus en train de suivre ce qui est proposé par l'opérateur. Donc, la réalité actuelle, l'idée que seules certaines personnes sont suggestibles d'être hypnotisées a été largement déconstruite. Esdel, au XIXe siècle, avait déjà démontré que l'analgésie et l'anesthésie sous hypnose pouvaient être réussies, quelle que soit la suggestibilité du patient. Aujourd'hui, il est reconnu que l'hypnose peut affecter la majorité des gens et l'importance donnée à la suggestibilité est surfaite. L'attention, la motivation et l'absorption jouent des rôles plus importants. On garde bien ça en tête parce que c'est vrai que parfois on oublie que il y a une démarche qui vient du partenaire, qui vient du consultant, qui est essentielle. Attention, motivation, observation. Deuxième point que je trouve intéressant, on a très souvent dit l'hypnose c'est un état modifié de conscience, un état altéré de conscience. J'imagine que pour certains c'est encore une définition que vous pouvez utiliser. Donc le mythe, l'hypnose est un état altéré de conscience semblable à une forme de sommeil ou de dissociation. La réalité actuelle, ce concept d'état altéré est aujourd'hui remis en question. Des recherches récentes montrent que l'hypnose implique une réduction de l'activité frontale, l'hypofrontalité, menant à une diminution de l'évaluation critique et au relâchement du contrôle exécutif, contournement du facteur critique dans notre définition plus hellmanienne. Toutefois, plutôt qu'un état altéré, il s'agit d'un processus physiologique normal qui favorise une introspection accrue et permet de gérer intentionnellement certaines perceptions et émotions. C'est là où je trouve vraiment intéressant. Il explique en gros que l'état serait quelque chose de plus ou moins figé et qu'on est plus dans une dynamique constante parce qu'il n'y a pas quelque chose qui reste toujours au même niveau et on le sait, pour ceux qui le vivent subjectivement, vous vous rendez compte que
ce qu'on appelle la stabilité de transe, elle est toujours hyper variable. Il y a des moments où on se sent plus loin, il y a des moments où on se sent plus conscient, il y a des moments où on a des idées qui viennent, il y a des moments où on a l'impression qu'on n'a plus aucune idée, qu'on est absorbé complètement. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il met en avant un processus physiologique. C'est quelque chose de physique, quelque chose que, bien sûr, il met une normalité dedans. Il y a vraiment cette notion que c'est pas un état d'esprit, c'est vraiment quelque chose qui se passe dans le corps, et donc augmentation de l'introspection et la gestion intentionnelle des perceptions et des émotions. C'est ce qui fait que parfois la suggestion qui va être proposée va amener vers quelque chose qui était imprévu, mais c'est parce qu'il y a une gestion vers l'orientation de la suggestion par rapport à la problématique initialement définie, et donc l'objectif de session. Alors, troisième point, l'hypnose comme une condition pathologique, ça c'est assez courant. En tout cas, on l'entend moins aujourd'hui, mais ça a été le problème de l'hypnose au départ, où on disait en gros que c'est un peu pour les fous. Ça c'est à cause de Charcot, l'hystérie, etc. Ça marche donc pas sur tout le monde, etc. Auparavant, le mythe, hein. L'hypnose était décrite en termes psychiatriques, et ça c'est vrai. Catalepsie, somnambulisme, dissociation. Ce qui la faisait passer pour une condition anormale et pathologique. Bon, ça on a quand même depuis longtemps dit que c'est un état normal, un état naturel, dans notre préto qu'on le fait souvent. La réalité actuelle, il est maintenant établi que l'hypnose n'est pas une pathologie ou une condition inférieure. On revient sur cette notion de il n'y a que les idiots ou il n'y a que les faibles d'esprit qui rentrent dedans. Les termes utilisés étaient trompeurs, l'hypnose est vue comme un outil introspectif puissant, souvent supérieur à l'état de conscience ordinaire, pour certaines applications comme la gestion de la douleur et du stress. Donc là, le mot état de conscience ordinaire est non plus pas forcément très juste. On devrait enlever cette notion d'état, mais plutôt de dynamique de conscience ordinaire. Quatrième mythe, la néodissociation et le mythe de l'observateur caché. Ça, vous devez certainement connaître, on l'a beaucoup, on en parle souvent en classe, en tout cas on va dire, dans les orientations plutôt indirectes, il y a souvent eu cette idée d'observateur caché. Je l'ai moins entendu en hypnose directe, mais je pense que y a certaines écoles qui le disent quand même. C'était Hilgard qui en avait pas mal parlé, qui était un psy contemporain de mémoire à Milton Erickson. Donc, Hilgard, le mythe, introduisait l'idée que l'analgésie hypnotique crée une sorte d'hallucination négative. Ça, vous l'entendez peut-être parfois. Moi, j'y ai pensé un moment. Je me suis dit, est-ce que l'analgésie était juste une hallucination négative ou pas? Non, c'est pas une réalité. Ou une partie de l'individu, donc la partie en question, c'est l'observateur caché, continuait de ressentir la douleur malgré la suggestion hypnotique. Donc, l'observateur caché aurait lui une espèce d'autonomie, de ressenti, et c'est souvent ce qu'on va partager dans cette idée d'observateur caché, un élément autonome qui protège ou qui vit des choses que le reste de l'être qui lui est en transe ne vivrait pas. La réalité actuelle de la théorie de l'observateur caché a été largement réfutée, donc on sait que ça n'existe pas. L'analgésie hypnotique fonctionne plutôt par une modulation de la neuromatrice de la douleur et une activation spécifique du cortex préfrontal, sans nécessiter la dissociation interne comme le supposait Hilgard. Cinquième élément que je trouve très intéressant, et là aussi peut-être moins si vous êtes un jeune praticien, mais ça a été beaucoup le cas et encore une dizaine d'années en France. Est-ce que l'hypnose est un état ou un non-état, ou est-ce que c'est un trait de caractère? Donc le mythe. Il existait une dichotomie rigide entre l'hypnose comme un état distinct ou une simple interaction sociale, le non-état. La réalité actuelle, le débat sur l'état et le non-état s'est estompé. Il est désormais admis que l'hypnose repose sur une combinaison de facteurs physiologiques et sociaux. L'hypnose n'est pas nécessairement un état distinct, mais un processus modulable. On revient sur cette notion de dynamique, influencé par des facteurs comme la motivation et la relation entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé. D'accord? Donc, en gros, on va avoir, c'est un peu une notion de dynamique, corporelle, physique, etc. C'est aussi des facteurs psychosociaux. Et on va avoir cette notion purement physique
d'hypofrontalité. Donc en gros, ça prend 3 éléments. On se prenait la tête pour rien à ce moment-là. Et enfin, pour terminer, le rapport à la suggestibilité. La suggestibilité comme fondement de l'hypnose. Le mythe, la suggestibilité était considérée comme le principal critère pour déterminer si une personne pouvait être hypnotisée. D'accord ? En gros, est-ce que tu réponds à ma suggestion ? La réalité, la suggestibilité, bien qu'encore étudiée, n'est pas l'élément central de l'hypnose. Il s'agit plutôt de la capacité de transformer des suggestions. Et ça, c'est super intéressant. C'est, en gros, rendre la suggestion plastique, élastique, mouvante à l'intérieur de soi-même, en expérience intérieure. Donc cette suggestion, c'est pour ça que souvent, moi, je vous dis, au départ, c'est pas une suggestion, c'est une information. Et quand ça s'insère, ça deviendrait une suggestion, mais à ce moment-là, on pourrait plutôt dire suggestion en expérience intérieure. Ça devient une expérience intérieure, un processus, on est à nouveau sur cette dynamique, qui dépend de multifacteurs, dont l'attention et l'absorption. Je trouve vraiment que c'est un super article. Qu'est-ce qu'on pourrait finir ? Ouais, pour conclure, je vais un petit peu vous partager une partie du texte sur la fin. Le concept d'hypnose en tant qu'état altéré est pour le moins discutable, car le concept même d'état altéré est mal fondé et trompeur. L'hypnose est le résultat d'un ensemble de facteurs encore peu connus, parmi lesquels l'implication imaginative, l'absorption, la réceptivité du moi, la perspicacité, la propension à l'imagination et à la confiance, la sensibilité sociale, l'empathie, ainsi que le détachement, l'ouverture aux expériences, la flexibilité cognitive et émotionnelle. Si tel est le cas, l'accent traditionnel mis sur la suggestibilité est incohérent plutôt que sur la propension à accepter les suggestions. L'hypnose peut être définie plus raisonnablement comme la capacité à convertir les suggestions en suggestions plastiques. En conséquence, l'hypnose pourrait être décrite dans de nouvelles tournures entièrement physiologiques et redéfinie comme un état meilleur que la normale, plus introspective, permettant une autonomisation du sujet plutôt qu'un état modifié. Je trouve que ces éléments-là sont vraiment chouettes pour un peu garder en tête ce que représente l'hypnose. Si vous avez des questions et des remarques sur peut-être ces éléments qui peuvent changer un peu votre perception actuelle de l'hypnose, n'hésitez pas à le partager sur Facebook, YouTube. Je vous donnerai plus d'informations. Il y a tout cet ouvrage, là on n'a que 2 chapitres, il y en a je crois 30, il y a 900 pages, donc il y a de quoi faire, je vous partagerai encore plein d'infos, mais je trouve que cette deuxième partie, la première était sur l'histoire, celle-ci elle est vraiment très intéressante parce qu'elle met un peu de côté tout ce qu'on a pendant des années pu répéter en école, dans les partages qu'on a, dans nos pré-talks, etc., qui est des non justes, ou en tout cas qu'aujourd'hui on peut préciser, modifier et changer un petit peu nos paradigmes intérieurs. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.